Ça va démarrer. Ça va? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Rosou Champion, je me présente et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième conférence cette année des Rencontres de la Sorbonne, un événement organisé par les élèves du Master Direction de projet et établissement culturel de Paris 1 en partenariat avec le Carreau du Temple. Cette année, notre cycle de débat conférence porte sur le thème de l'eau, tout comme notre festival Avis de Tempête qui se tiendra du 25 au 27 avril à Césure et auquel on espère vous voir nombreux et nombreuses.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier tous ceux qui se sont connectés pour assister à la conférence et surtout remercier nos intervenants. Jean-Pierre Beurier, professeur émérite de la faculté de droit de l'Université de Nantes, fondateur et chercheur du Centre de droit maritime et océanique, et depuis l'an dernier, chevalier du mérite maritime. Nous avons aussi Patrick Chemette avec nous, également professeur émérite de la faculté de droit de l'Université de Nantes. Vous aussi chercheur du Centre de droit maritime et océanique et ancien directeur de ce centre. Et en ce moment, vous participez à la commission particulière du débat public pour la façade NAMO concernant la mise à jour des documents stratégiques de façade et le développement de l'éolien en mer. Et enfin, Florian Manet, colonel de la Gendarmerie nationale, expert en sûreté globale et chercheur associé à la chaire de géopolitique de Rennes School of Business. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, il y a plus d'informations sur nos intervenants qui sont disponibles sur le site du Carreau du Temple, à la page dédiée à notre conférence, donc n'hésitez pas à aller voir. La conférence d'aujourd'hui va porter sur l'eau comme territoire et la conciliation des différents usages au sein des espaces maritimes. Le but de cette conférence est tout simplement de dégager une compréhension de la manière dont les espaces maritimes sont gouvernés d'un point de vue juridique, ainsi que d'échanger sur les diverses interrogations qui émanent lors de l'application du droit en haute mer. Donc ce point-là sera notamment abordé premièrement à travers la question du développement éolien en mer, un sujet qui est très actuel, et deuxièmement à travers les différents imprévus et mises en péril qu'on peut rencontrer en mer, comme la piraterie, le narcotrafic ou encore la pêche illégale et intensive. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser des questions dans le chat. Il y a une fonctionnalité Q et R, questions-réponses, avec les trois petits points qui sont en bas de la conférence. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Les 15 dernières minutes de la conférence seront utilisées pour répondre aux questions posées. Je passe maintenant la parole à Salomé qui va s'occuper d'animer le débat et je vous remercie de votre attention durant cette présentation. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Salomé Gonzalez et je vais animer la conférence de ce soir. Donc, on va rester ensemble un petit moment. Je vous remercie également pour votre présence. Merci beaucoup pour la disponibilité. On est curieux d'entendre ce que vous nous avez à dire. Et merci également à qui est connecté. C'est très important d'avoir votre support. Et on espère que ça sera intéressant pour vous. Mais on n'a pas là-dessus. La conférence a été pensée pour laisser un temps de parole de 15 minutes à chaque intervenant et ensuite pour dédier un quart d'heure également à la réponse des questions qui peuvent être posées dans le chat tout au long de la conférence. OK, alors, Monsieur Beurier, on va commencer avec vous. Comme a dit ma collègue Roselou, que je remercie pour cette présentation, vous êtes juriste, professeur émérite de la faculté de droit et également chercheur et fondateur du Centre du droit maritime et océanique de Nantes. Vous avez reçu en mai 2023 la Croix d'officier au mérite maritime. Donc, c'est un grand titre. Et lors de cette occasion, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, j'ai essayé toute ma vie de unir la biologie marine avec le droit. Alors, en effet, ça ne doit pas être simple. Et c'est justement là-dessus qu'on va se concentrer parce que je vous demande comment, effectivement, appliquer le droit et donner forme à la gouvernance des océans, sachant que cet espace est très vaste et si peu connu par l'homme, finalement. Et donc, c'est à vous que je pose cette question. Merci beaucoup. Merci de votre présentation sympathique. Eh bien, je lis votre titre, n'est-ce pas? L'eau comme territoire. Avouez que ces deux termes sont plutôt antinomiques a priori. Or, le droit, comme on sait, est destiné à régler les rapports entre les personnes, qu'elles soient physiques ou morales. Cependant, le droit a besoin de s'adapter à toutes les circonstances, ce qui fait qu'il est obligé d'avoir recours à des abstractions, et parmi celles-ci, les plus courantes, c'est le recours à la fiction. Et la mer en est un exemple parfait. Et c'est pourquoi votre titre, même s'il est surprenant a priori, est tout à fait bienvenu. En effet,
la fiction d'assimilation par la coutume et puis par les conventions internationales en matière maritime ont permis d'étendre sur mer les règles en vigueur sur le territoire terrestre des États riverains. En droit positif, on va distinguer alors plusieurs statuts: le statut de la mer côtière, le statut de la haute mer et le statut de la zone internationale des grands fonds marins. Et on va observer alors un dégradé juridique partant d'une riverainneté forte et donc de la souveraineté sur la mer au point de départ du territoire, et qui va s'estomper au fur et à mesure que l'on va s'éloigner de la terre. A priori, la logique voudrait que l'usage de la mer soit commun à tous. C'est du reste, ce n'est pas récent, ça date de l'Antiquité, c'est du reste ce que dira Ulpien, un auteur bas latin: mare quod natura omnibus patet, c'est-à-dire la mer que la nature rend commune à tous. Mais il a fallu, à partir du moment où la navigation va se développer, se protéger contre les invasions et la piraterie. Et du coup, les États ont ressenti la nécessité d'étendre leur souveraineté sur une bande de mer adjacente à la terre, qualifiée de mer territoriale. Et si le principe a été unanimement admis, par contre, la mise en œuvre n'a pas été aisée. Et au début du XVIIe siècle, un auteur néerlandais défendra le principe de la liberté des mers, donc de la navigation et de la pêche, mais il parlera également de la nécessité d'une protection d'une bande de rivage proche de la côte. Et un autre internationaliste néerlandais, lui emboîtant le pas, proposera que la limite de cette bande côtière corresponde à la portée du canon. Après tout, un État, s'il n'est pas capable de défendre son territoire, il ne peut pas y exercer la souveraineté. Donc, ça sera la portée du canon. Et à cette époque, elle était de 3000 marins, c'est-à-dire 5 kilomètres. Et à travers l'histoire, à travers les siècles qui vont suivre, les revendications seront nombreuses. 3000, 4000, 6000, 12 000, on ira même pour les Sud-Américains jusqu'à 200 000. Et il faudra attendre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 pour que la largeur de 12 000 soit quasiment unanimement admise. Mais alors se pose la question: comment délimiter cet espace? Si on est sur une côte rectiligne, par exemple la côte des Landes, c'est facile. On a choisi le zéro des cartes marines, c'est-à-dire les plus basses mers possibles. Mais en général, la complexité du littoral fait que on ne peut pas reporter en mer les indentations de la côte, ce qui serait pour les navigateurs absolument impossible à suivre. Donc, il faut restreindre les facteurs géographiques et l'instauration de ce que l'on va appeler une ligne de base fictive. Et c'est là alors l'intérêt de la carte, l'exemplaire de carte marine que vous avez sous les yeux, où vous pouvez constater le trait noir qui est proche de la côte. On va ainsi, en somme, fictivement considérer que ce qui va être en deçà de cette ligne fictive, ça sera le territoire de l'État, et que la mer territoriale va démarrer au-delà. Et on va alors éliminer tous les facteurs secondaires. On va par exemple tirer la ligne de base de cap à cap, de cap à île, ou bien d'île à île. Et même pour les hauts fonds couvrants et découvrants, si sur ceux-ci il y a un immeuble, par exemple un phare, eh bien on considérera que l'État entretenant ce phare y exerce effectivement sa souveraineté et il pourra s'en servir à délimiter ainsi son territoire maritime. Alors regardez
On va alors aller de Cap à Île, et ensuite, on va aller, là, c'est les dieux que vous avez sous les yeux, on va monter vers le feu de la Branche, puis on va monter sur le phare des Grands Cardinaux pour aboutir à la pointe du Skeu, la Belle-Île, et ainsi délimiter une bande de mer intérieure, d'eau intérieure, de plus de 10 000 à partir du littoral. Et la mer territoriale va alors être à 12 000 au-delà de cette ligne de base. Donc, à 22 000 du littoral le plus proche. Donc, c'est tout à fait considérable. Et dans cet espace, l'État va alors, on va le voir, exercer différentes formes de souveraineté. Au-delà, il y a alors, passons maintenant à la, voilà, à la diapositive numéro 1. Au-delà, va commencer d'autres zones où l'État exercera moins sa souveraineté. La zone contiguë, j'en dirai juste 2 mots. Et puis commence alors la zone économique exclusive jusqu'à 200 000 des lignes de base, c'est-à-dire 370 kilomètres, c'est tout à fait considérable. Et au-delà de cette zone économique, alors, eh ben, commence le reste de la haute mer, qui est réduite à la colonne d'eau parce que le sol et le sous-sol est constitué par la zone internationale des grands fonds marins. Alors, connaissant maintenant ce dégradé juridique sur les espaces marins, voyons rapidement quels sont les régimes juridiques qui s'appliquent à chacun d'entre eux. Dans les eaux intérieures, vous voyez que les eaux intérieures, il ne faut pas les confondre avec les eaux continentales, qui sont les eaux douces. Les eaux intérieures sont des eaux marines sur lesquelles l'État exerce sa souveraineté, mais, à la différence du territoire terrestre, l'État n'a pas affaire à des ressortissants étrangers, mais il a affaire à des navires, c'est-à-dire des ensembles organisés qui battent le pavillon, donc la marque de souveraineté, d'un État étranger. En conséquence, il va falloir aménager cette fiction de souveraineté. L'État va imposer sa loi et ainsi va autoriser ou pas le navire étranger à pénétrer dans ses eaux intérieures. Alors, en général, bien sûr, il va le faire puisque il en va de son commerce naval. Mais les ports pour le navire étranger sont ouverts à titre de réciprocité, bien sûr, pour les différents pavillons désirant pénétrer dans la zone de l'État riverain. Pendant son escale, le navire autorisé va respecter les lois et règlements de l'État riverain, sauf s'il y a une question juridique propre au navire. Par exemple, un problème de discipline à bord, ou par exemple un problème mettons, de contrat civil entre les personnes du bord, qui regardent le droit de l'état du pavillon et pas la terre. Mais tout le reste, en matière d'ordre public, de santé publique, de navigation, de sécurité, de sûreté, c'est des lois de l'État riverain qui s'appliquera. Au-delà de ces eaux intérieures commence alors la mer territoriale. L'État exerce également sur cette mer territoriale sa souveraineté, mais à la différence des eaux territoriales, l'État est tenu par l'obligation de laisser passer les navires à condition que cette navigation soit innocente. Innocente, ça veut dire ne pas porter atteinte aux intérêts de l'État riverain. Alors, on peut utiliser un passage d'entrée vers un port, on peut utiliser un passage de sortie pour gagner la haute mer, mais on peut surtout, le plus intéressant, utiliser la traversée en longeant les côtes de l'État riverain
parce que c'est la route la plus courte pour le navire, c'est ce qui l'avantage le plus. Alors, pendant cette traversée, le navire doit faire une navigation rapide, normale, et ne doit pas porter atteinte à ses intérêts, c'est-à-dire il ne peut pas commettre des actes d'autorité, il ne peut pas pêcher, il ne peut pas rechercher des ressources vivantes ou non vivantes, il ne peut pas émettre des émissions de radio non autorisées, et évidemment, il ne peut en aucun cas se livrer à des chargements-déchargements de marchandises qui ne seraient pas autorisés par les riverains. Donc, il est en quelque sorte sous surveillance et il respecte alors la signalisation maritime et les obligations de sécurité maritime indiquées par l'État riverain. Dans la zone contiguë, qui est à 12 000 au-delà des 12 000 de la mer territoriale, là, il s'agit alors d'une fiction dans la fiction. L'État riverain n'exerce que quelques compétences de police en matière douanière, fiscale, sanitaire et d'immigration. C'est en quelque sorte l'extension de ses compétences sur la haute mer qui, pour des raisons de facilité d'exercice de la police, et le colonel en parlera certainement tout à l'heure, va, en prolongation de ses compétences, exercer celle-ci sur cette bande de 12 autres mines. Au-delà, à 200 000 des lignes de base, c'est-à-dire à 188 000 au-delà de la mer territoriale, commence la zone économique exclusive. Zone économique où l'État n'exerce pas sa souveraineté. Elle ne fait pas partie du territoire de l'État, mais l'État exerce alors une compétence exclusive sur toutes les ressources vivantes, non vivantes, connues ou à découvrir. Dès lors, seul cet État a le droit de faire de l'exploration, de l'exploitation, du contrôle, de la conservation de toutes les ressources qui sont contenues dans cette bande de mer tout à fait importante. Il ne pourra y avoir d'exploitation faite par les États étrangers qu'à la suite d'un accord avec l'État riverain, soit pour ce navire étranger, soit pour exercer une compétence économique pour le bénéfice de l'État riverain. Mais sur cette zone, puisqu'il ne s'agit pas d'une zone de souveraineté, sur cette zone, il y a une liberté de navigation à condition de ne pas porter atteinte aux ressources. Au-delà, c'est la zone de haute mer, ou du moins ce qu'il en reste, la colonne d'eau, au-delà de ces 200 000, où l'État exerce alors sa liberté de navigation dans le respect de la liberté des autres et dans le respect du droit international. Par exemple, il y a des contraintes assez importantes sur l'exercice des pêches maritimes. Et puis, bien sûr, avec le dernier accord complémentaire de la Convention de 82, il y a la possibilité d'exploiter les ressources génétiques marines, mais en préservant celles-ci et en tenant compte des problèmes de bénéfices, de répartition des bénéfices entre les États, et notamment les États en développement. Le sol et le sous-sol de cette haute mer, c'est alors la zone internationale des grands fonds marins qui a le régime de patrimoine commun de l'humanité. Là, l'État ne peut pas intervenir, sauf autorisation de l'autorité internationale des fonds marins créée par l'ONU à la suite de la Convention de 82. C'est le conseil de cette autorité qui va autoriser et réguler les activités des États demandeurs pour l'exploitation des ressources non vivantes, des ressources donc minérales, solides, liquides ou gazeuses. Voilà
brocher à la serpe l'ensemble de ces dispositifs. Je terminerai en disant que, en ce qui concerne les zones sous souveraineté de l'État français, le sol et le sous-sol des eaux intérieures et de la mer territoriale font partie du domaine public maritime de l'État. Et donc, c'est le régime de ce domaine public qui s'applique. Par contre, l'eau, H2O, au-dessus de ce sol et de ce sous-sol, n'a pas de statut juridique en droit français. C'est l'usage qui fait l'objet de droit, comme nous le verrons tout à la suite de mon intervention. Voilà ce que, dans le temps imparti, je pouvais vous dire. Je vous remercie. C'est effectivement peu de temps pour traiter un argument qui est si vaste. Merci beaucoup pour votre intervention. On pourra revenir sur ces questions plus tard dans le temps de questions-réponses. Mais en tout cas, merci pour nous avoir éclairci un premier cadre de législation générale. J'imagine très, très général par rapport au cadre global. Je vais utiliser ce que vous avez dit pour rebondir sur Monsieur Chaumette. Donc, bonsoir. Merci pour être ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également juriste, professeur émérite de la faculté de droit de l'Université de Nantes, et vous êtes aussi chercheur et ancien directeur du Centre de droit maritime et océanique de Nantes. Actuellement, vous faites partie de la commission particulière du débat public pour la façade Namur. Donc, c'est surtout de ça qu'on va parler, parce que la façade Namur, entre autres, a comme projet celui de trouver le moyen et l'étudier, de mettre en place l'éolien en mer. Donc, l'éolien en mer, je pense que c'est un argument très intéressant, mais on en connaît peu. Et donc, nous allons parler des orientations et des objectifs de cette nouvelle planification maritime, sachant qu'on a déjà 2 dates, 2035 et 2050, pour mettre en place 50 parcs éoliens dans le monde. Alors, ma question est, comment faire cela? Comment mettre en place un projet de telle envergure? Quelles seront les conséquences, notamment sur notre système socio-économique, mais aussi les bénéfices que notre planète aura grâce à une meilleure gestion de sa mer et des océans. Et finalement, je me demande aussi, croyez-vous dans la neutralité carbone d'ici 2050? Merci beaucoup, merci. Oui, alors, il faut d'abord parler de l'océan, comme l'a fait Jean-Pierre Beurier, qui correspond à une surface plutôt sous-marine, ensuite à une surface mais très liquide et mouvante avec la houle et les vagues, et à la colonne d'eau. Et traditionnellement, l'utilisation de cet océan est liée essentiellement à des fonctions de mobilité à travers les navires, navires de commerce, navires militaires, navires de pêche pour exploiter les ressources. Ce qui est relativement nouveau, très nouveau en France, c'est l'installation fixe, non plus de phares sur des rochers, par exemple, ou de balises simplement créées pour dégager des routes maritimes et indiquer des hauts fonds, c'est effectivement d'installer par exemple des éoliennes, mais ça pourrait être aussi d'autres formes de sources énergétiques comme les hydroliennes à certains endroits, etc. C'est-à-dire d'avoir un projet d'une occupation permanente de l'espace côtier avec évidemment des tensions entre les activités diverses qui sont exercées en mer. Il est évident que les parcs éoliens qu'on installe ou qu'on envisage d'installer vont créer des contraintes à la fois pour la navigation des plaisanciers, pour la navigation évidemment aussi des navires de pêche. Il y a des zones comme au large des Landes où il n'est pas question de mettre des parcs éoliens
parce que c'est des zones qui correspondent à des activités militaires et qui sont préservées. Donc éventuellement, si vous voulez là des parcs éoliens, il faudra tous les mettre en Charente-Maritime, mais certainement pas plus bas. Voilà. Et par exemple, au large de Brest aussi, il y a des contraintes militaires. Alors, ce qui s'est développé depuis 30 ans au Danemark, hein, avec les premiers parcs éoliens, c'est cette occupation de l'espace côtier par de nouvelles installations permanentes, pérennes. Et donc la nécessité d'envisager une cohabitation des activités et à travers des outils de planification spatiale des espaces marins. Alors, bien évidemment, il faut aussi développer des aspects environnementaux, car il y a un certain nombre de zones où les activités humaines doivent être ou interdites des réserves, ou carrément réglementées, limitées à travers les zones Natura 2000, à travers des aires marines protégées. Donc, vous avez une grande diversité dorénavant des espaces marins permettant des activités, limitant les activités ou interdisant les activités pour protéger la ressource ou protéger les fonds marins. Donc il vous faut une politique intégrée, une politique maritime intégrée, prenant en compte toutes ces facettes des espaces et de la diversité des activités et prévoyant d'un point de vue stratégique des mesures environnementales pour essayer d'améliorer l'état écologique des eaux, parce que les océans, je ne peux pas détailler, jouent un rôle essentiel dans l'absorption des gaz à effet de serre. Mais comme nous en produisons de plus en plus, l'océan souffre et donc le niveau monte, il se réchauffe, etc. On peut essayer de freiner ça. Et d'un autre côté, c'est la cohabitation des activités en mer qui doit être organisée avec des documents de planification. Alors, si on s'intéresse à la dimension non plus environnementale, mais un peu plus énergétique, la question, c'est évidemment la question de la décarbonation de l'ensemble de nos activités pour sortir des énergies fossiles et de la nécessité donc d'avoir de l'électricité décarbonée provenant éventuellement d'un peu de nucléaire, mais nous avons un parc nucléaire extrêmement vieillissant, qui a beaucoup servi, et c'est pour ça que nous avons 30 ans de retard sur les énergies renouvelables en marine ou terrestre par rapport à nos amis scandinaves, manifestement. Et donc, le mix énergétique futur pour 2035 ou pour 2050, je ne sais pas exactement ce qu'il sera. D'ailleurs, la loi ne le prévoit pas. Nous attendons depuis plus d'un an une loi de programmation énergétique, mais nous avons des discours du président de la République, des ministres, etc., avec un certain nombre de projets qui mérite un grand débat public. Donc aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle les documents stratégiques de façade, qui sont des documents qui ont été élaborés sur la base de deux directives européennes, une de protection du milieu marin et l'autre de planification spatiale maritime, il s'agit d'envisager pour l'avenir, documents stratégiques, à la fois des zones de protection fortes pour améliorer le bon état écologique des eaux marines et peut-être les ressources halieutiques également pour éviter la surpêche. Et de l'autre côté, donc, éventuellement, le déploiement de l'éolien en mer qui a commencé depuis une dizaine d'années, mais comme il faut plus de 10 ans en France pour faire un parc au large de Guérande ou au large de Saint-Brieuc, il faut réfléchir assez longtemps à l'avance pour prendre des décisions et obtenir effectivement des réalisations. Donc actuellement, nous avons 8-9 parcs qui sont programmés et qui avaient fait l'objet de débats publics projet par projet, donc de débats publics très localisés, ce qui a des avantages mais aussi des inconvénients parce que ça ne donne pas de vue d'ensemble. Et actuellement, le programme est absolument original et extrêmement complexe puisqu'il a été décidé d'un débat national
sur la mise à jour des documents stratégiques de façade. L'outre-mer n'est pas concerné parce que l'outre-mer relève de documents différents, de documents stratégiques de bassin maritime et d'un calendrier également différent. Tout le débat public a eu lieu plutôt en 2020 et 2021. On peut se demander si c'est très intelligent, mais on ne donnera pas de réponse. D'avoir l'outre-mer d'un côté et la métropole de l'autre. Voilà. Et en métropole ici, il y a à la fois un débat national nécessaire, mais qui doit aussi être articulé sur le plan local, territorial. Et donc, il y a 4 façades. Une façade Manche-Est, mer du Nord, la Normandie, les Hauts-de-France, une façade nord-atlantique, Manche-Ouest, donc Bretagne et Pays de la Loire pour aller vite, une façade sud-atlantique, la Nouvelle-Aquitaine, et une façade Méditerranée. Et à chaque fois, les problèmes sont différents parce que les usages des activités maritimes ne sont pas exactement les mêmes. Les contraintes militaires de défense ne sont pas identiques partout. Il n'y a pratiquement pas de plateau continental en Méditerranée, donc on ne peut pas envisager des éoliennes fixes posées sur le plateau continental, il n'y en a pas. Donc il faut envisager en Méditerranée pour un peu plus tard, mais on commence à expérimenter des mâts d'éoliens ancrés et flottants. On a aujourd'hui des expérimentations, mais ce n'est pas extrêmement mature, alors que le posé l'est beaucoup plus, alors que sur les autres façades de la Manche ou de l'Atlantique, évidemment, les parcs, on a pu les commencer à travers la technique du posé. Donc, parmi les grandes questions, évidemment, il y a des questions de paysage, de visibilité. Jean-Pierre Beurier les voit régulièrement de chez lui, le banc de Guérande à 12 km de la côte, qui sont très proches. Le projet, c'est de les mettre plutôt à 35 km des côtes pour que ça soit moins visible. Ensuite, il y a évidemment des problèmes de coûts économiques. Plus on les éloigne des côtes, plus le coût d'investissement est important. Il y a des enjeux. À quel prix acceptons-nous de payer le kilowattheure d'électricité dans l'avenir, forcément un peu plus cher, ou alors on ne décarbone pas, mais à ce moment-là, le réchauffement climatique va nous coûter de l'autre côté. Donc il faut effectivement tout un équilibre. Et c'est exactement sur toutes ces questions-là qu'aujourd'hui, le débat public porte depuis le mois de novembre jusqu'à fin avril pour un rapport de la Commission nationale de débat public qui sera livré pour le 14 juillet. Et ce sont les ministères qui sont les maîtres d'ouvrage qui devront ensuite à la fois répondre aux arguments du public, qui sont très diversifiés, on le voit bien à l'heure actuelle, et qui, évidemment, prendront les décisions de la programmation. On y voit un peu clair peut-être sur les implantations pour 2035. Pour 2050, je conseille très clairement de voir votre mare de café habituelle parce qu'il peut se passer énormément de choses. J'ai les problèmes voilà, d'allumage. Il peut se passer énormément de choses d'ici 2050 avec des changements de géopolitique, des changements qui sera président de la République, etc. Et où irons-nous? Ça, on ne sait pas. Ces documents stratégiques de façade doivent être révisés tous les 6 ans. Donc on peut espérer un nouveau débat de mise à jour vers 2035, à moins qu'un nouveau gouvernement décide que toutes ces questions de consultation du public n'aient pas d'intérêt et que la Commission nationale du débat public soit supprimée. Voilà, donc c'est un débat unique, original. Voyez le site La Mer en débat et il y a toute une série d'informations et de possibilités de développer son argumentation. Et ensuite, bah, écoutez, l'avenir, personne ne le connaît exactement, mais c'est manifestement un sujet très complexe. Et c'est vraiment un phénomène d'occupation de l'espace côtier qui est absolument nouveau, qu'on connaissait en mer du Nord parce qu'elle est peu profonde et ça pose des problèmes de sécurité. Elle est extrêmement nouvelle pour nous parce que nous n'avons aucune réserve de gaz et de pétrole en mer et que nous ne connaissons absolument pas les plateformes gazières et pétrolières qu'on peut trouver en mer du Nord
par exemple, ou qu'on peut trouver dans le golfe du Mexique, où là, on a depuis déjà de longues années une forme originale, mais très fossile, d'occupation de l'espace marin. Voilà. Donc, notamment pour la France, on est devant des changements très importants et on pourrait compléter aussi les innovations juridiques que ça représente. Le statut des éoliennes flottantes, par exemple, est une question très originale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très intéressant. Il va être vraiment bien que cette initiative continuera de façon cohérente et que pourra s'améliorer. Et d'ailleurs, la mer en débat, c'est ouvert jusqu'au 26 avril 2024. Donc, si quelqu'un peut faire son argumentation à propos, la plateforme est ouverte à tout le monde. Et c'est Merci. une source d'information considérable sur les aspects environnementaux de l'état écologique de la mer, par exemple. Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci. On reviendra sur cette question. J'imagine qu'il y aura des questions à propos. Et donc, merci encore pour votre intervention. On va donner la parole au monsieur Manet. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes colonel de la gendarmerie française, expert en sûreté globale, et vous êtes aussi attaché à la chaire de géopolitique de Rennes School of Business. Donc, on est très curieux d'entendre ce que vous avez à nous dire, notamment à propos des principes du droit international de la mer, interrogés par la criminalité organisée. Et en effet, on voudrait savoir comment, dans des situations qui sont extrêmes, et comment, face à des éléments qui sont perturbateurs du maintien du droit, je pense notamment à la pêche illégale, au narcotrafic, à la piraterie, comment agissez-vous? Comment la loi peut être un appui? Et à l'inverse, quand la législation n'est pas assez exhaustive, est-ce qu'on peut parler de zone de non-droit? Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas de me laisser la parole. C'est toujours difficile de passer après deux éminents maritimistes français, mais je vais essayer néanmoins de relever le défi. Et en préambule, je voulais aussi vous remercier pour cette initiative que je trouve très heureuse, puisque en France, on a toujours un problème de relation avec la mer. Et le fait que, que votre organisation l'évoque depuis Paris, c'est vraiment une très belle chose. Et je suis très heureux aussi de pouvoir partager à la fois une expérience opérationnelle, mais aussi des réflexions que j'ai pu aussi conduire à la suite d'enquêtes judiciaires, puisqu'en fait, moi, mon prisme est celui d'un ancien chef d'un service de police judiciaire dédié au monde maritime et au monde portuaire. Et donc, c'est au vu de cette expérience-là que je vais vous faire partager un certain nombre de cas d'usage qui, effectivement, interrogent. Alors, M. Beurry avait parlé de la fiction du droit, donc effectivement, l'enquêteur que je suis peut parfois être confronté à des difficultés de mise en œuvre des principes juridiques, notamment sur un espace aussi complexe que le domaine maritime. Et je salue là aussi la prouesse pédagogique de M. Beurrier qui a expliqué quelque chose une géographie maritime particulièrement complexe en très peu de temps. Alors, effectivement, mon angle d'attaque, ça va être celui de la criminalité organisée que je vais tout d'abord définir. Et ensuite, je lancerai plutôt des interrogations sur des cas d'usage qui montrent aussi la variété des questions qui sont posées, mais aussi la variété des défis, ou plutôt la taille des défis, des enjeux qui sont posés aux structures étatiques de manière à maintenir l'ordre sur ces espaces territoriaux qui sont extrêmement importants. Donc la haute mer, c'est plus de 64% du globe. Donc c'est aussi un vrai défi. Et pour la France, il y a aussi la nécessité de protéger sa souveraineté sur 12 millions de kilomètres carrés. Et pour commencer, je vais peut-être commencer par une petite anecdote qui en démontre aussi toute la prise en compte par l'État, mais aussi les défis qui sont posés aux organisations en charge de cette mission-là. Donc moi, j'ai eu la chance de diriger ce service entre 2015 et 2018. Et au cours d'une nuit, donc j'étais réveillé par le pacha d'un patrouilleur de la Marine nationale qui avait comme port d'attache Papette. Donc ça va un peu nous oxygéner de la morosité actuellement de la météo.
Donc, il était à Papeete et ce navire a pris pour destination, pour cap, les îles françaises de Clipperton, qui sont dans le Pacifique, à quelques milliers de kilomètres de Papeete, précisément 5400. Et c'est donc un atoll de 8,9 km² qui donne à la France une ZE, une zone économique exclusive de plus de 400 000 km². Et donc, ayant jeté l'ancre à côté de cet atoll idyllique, les marins ont comparé la carte qu'ils avaient de cet atoll, qui est non habité, hein, je le précise, qui est plus habité, et la réalité. Et en fait, ils se sont apparus que 2 tombes avaient fleuri depuis le dernier passage. Et donc, il y avait une modification de l'état des lieux de notre territoire qui n'était pas mentionnée sur ces cartes marines. Donc, bien évidemment, ayant des contacts avec eux préalables, ils m'appellent, puisqu'effectivement, 2 tombes, pour un officier de police judiciaire, on peut partir sur un article du Code pénal qui est la découverte de cadavres. Et donc, il fallait quand même s'assurer de savoir ce qu'il y avait sous ces croix. Et en bon officier de police judiciaire, donc j'ai rendu compte à l'autorité judiciaire. Et là, ça va vous montrer aussi comment s'organise la gestion de ces espaces maritimes. Mais la personne que j'ai au bout du téléphone était un substitut de Paris, puisque Clipperton relève de l'autorité du tribunal judiciaire de Paris. Donc, vous pouvez imaginer la surprise de ce substitut. Et au fur et à mesure de mon compte rendu, là, je sentais que la salle de permanence du parquet de Paris, qui à l'époque était encore sur l'île de la Cité, se remplissait de plus en plus, jusqu'à quasiment à l'arrivée du procureur de Paris, qui redécouvrait sa juridiction et ce nouveau territoire. Donc, cette anecdote illustre aussi ce que c'est qu'exercer une souveraineté sur un territoire. Les marins appellent ça le planter de pavillon. Donc, effectivement, il faut exercer son autorité et en étant présent de manière régulière. Et là c'est un excellent exemple des devoirs qu'impose un tel domaine maritime français. Alors, ce sujet est d'autant plus important que M. Chaumette a évoqué aussi un phénomène que nous observons aujourd'hui, qui est l'infrastructuration finalement des espaces maritimes, avec de nombreux enjeux par rapport à la gestion de la ressource. L'explosion du Nord Stream 2 nous a aussi révélé toute la sensibilité de ces espaces, de ces fonds marins, qui là, en l'occurrence, étaient hors des eaux territoriales des États riverains. Et donc, se pose aussi la question de la surveillance de ces espaces et de ces infrastructures que petit à petit, nous avons mis en place en surface, mais aussi au fond des mers. Et lorsqu'on sait que ce phénomène de maritimisation d'un certain nombre de pans de notre industrie et de notre économie sont vitales, puisque 97% des données passent par les fonds marins. Donc, en fait, notre émission passe peut-être par des câbles sous-marins et probablement y a-t-il aussi peut-être des auditeurs qui ne sont pas en métropole, qui sont peut-être à l'étranger, qui y participent. Alors, je vais tout d'abord commencer dans le vif du sujet sur la définition de la criminalité organisée, de manière à ce que nous puissions avoir une base commune. Et pour ce faire, je ne vais pas prendre une définition juridique, je vais prendre une définition opérationnelle qui a été posée par le Conseil de l'Union européenne en 1998, qui définit ainsi la criminalité organisée. Donc, c'est l'association structurée de plus de 2 personnes, ce qui en mer est probablement la norme, puisque les transatlantiques ou les transocéaniques en solitaire ne sont pas forcément un sport de masse. Donc, une association structurée de plus de 2 personnes, établie dans le temps, agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions d'une certaine gravité, puisqu'elles sont punies d'une peine privative de liberté. Donc là, vous avez évoqué le narcotrafic, vous avez évoqué aussi la piraterie maritime, qui est avant tout une atteinte à des personnes, donc à des marins qui sont embarqués sur des navires. On peut aussi penser à la cybercriminalité, on peut penser à la pêche illégale ou à des rejets volontaires aussi d'hydrocarbures sur les espaces maritimes. Je poursuis, ces infractions constituant une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, donc en clair, gagner de l'argent, ou du territoire, puisque le criminel cherche aussi à exercer son autorité sur un espace territorial, sur un territoire, et on va voir comment il l'exerce dans le domaine maritime, mais aussi influer indûment sur le fonctionnement d'autorités publiques. Donc on voit bien que
que ce prisme que je choisis de la criminalité organisée interroge aussi sur les enjeux de souveraineté d'un État. Et on va utiliser le cas d'usage suivant, que cette criminalité organisée maritime ou portuaire va essayer d'exercer son pouvoir, d'essayer de collecter un gain financier sur des espaces maritimes. Et c'est pour cela que de plus en plus, moi je parle de thalassocratie criminelle, puisqu'on s'aperçoit à l'image de notre phénomène de la maritimisation que le crime organisé considère les espaces océaniques de la même manière qu'un entrepreneur licite, c'est-à-dire c'est un espace d'opportunité, c'est un espace de richesse, c'est souvent un effet démultiplicateur de richesse grâce à la massification qu'offre le fret maritime, mais aussi grâce à la sécurité, ou plutôt l'absence de sécurité qu'offre le transport maritime, qui est devenu de plus en plus gigantesque, à la fois dans son apparence. Donc un porte-conteneur, c'est plus de 400 mètres de long, 4 terrains de foot, mais c'est surtout 20 000 EVP, donc équivalent 20 pieds, qui sont 20 000 boîtes qui sont transportées. Pour qu'on ait un ordre d'idée, et là on voit tout de suite les enjeux en matière de sûreté de ces espaces-là par rapport au trafic illicite, par rapport aux matières qui peuvent être transportées. 20 000 équivalents 20 pieds, si je convertis cela en linéaire ferroviaire, ça nous fait une distance qui est à peu près similaire entre un point de départ comme étant la cathédrale Notre-Dame de Paris et nous arrivant et pointant à Notre-Dame, à la cathédrale d'Orléans. Donc on imagine la distance, sauf qu'en matière de contrôle des flux et de ces conteneurs, avec un peu de chance, on a un contrôle effectif de ces conteneurs entre Notre-Dame de Paris et la porte d'Orléans du périphérique. Donc tout le reste de la porte d'Orléans jusqu'à Orléans n'est pas forcément contrôlé de manière physique. Donc voilà un petit peu pour le cadre général. Je vois que le temps passe et le temps est court. Je vais prendre quelques cas d'usage en essayant de varier un petit peu les interrogations qu'on peut avoir à cette occasion-là. Le premier, c'est sur l'environnement maritime, qui est un enjeu de société, qui est un enjeu pour l'humanité, puisque un certain nombre de nos populations dépendent de la mer pour leur alimentation. Et l'enjeu de la pêche illégale, qui est évalué par la FAO à plus de entre 20 et 30% des captures mondiales. Donc c'est quand même un chiffre qui mérite réflexion et qui générerait un bénéfice, un chiffre d'affaires pour les organisations criminelles en charge, spécialisées dans la pêche illégale, compris entre 10 et 20 milliards de dollars par an. Donc c'est une petite bagatelle, mais qui néanmoins peut interroger. Alors, je vais prendre deux exemples qui nous ramènent à la France. Le premier, c'est en Nouvelle-Calédonie. Donc, lorsque j'étais en poste, la Nouvelle-Calédonie était confrontée à l'arrivée de pêcheurs qui armaient des bateaux qu'on appelait les blue boats, donc des bateaux en bois avec une coque bleue, armés par des équipages vietnamiens qui venaient pêcher donc des holoturies, donc des concombres de mer sur les hauts fonds entourant la Nouvelle-Calédonie, donc dans nos eaux territoriales. Et en fait, d'où venaient ces bateaux de pêche? Finalement, ces bateaux de pêche étaient des victimes collatérales de l'impérialisme halieutique de la Chine, qui chassait ces populations de pêcheurs de la mer de Chine méridionale. Et donc, ces gens-là, pour survivre, devaient chercher donc des subsistances ailleurs et venaient dans tous ces États donc du Pacifique et notamment la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, juste en termes d'interrogation, la ZE de la Nouvelle-Calédonie, c'est 4,7 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près la superficie de Brest à quasiment l'Ukraine. Donc, je vous laisse vérifier le nombre de navires français en charge de la police des mers et de la police des pêches sur cet espace-là. Et vous verrez l'enjeu de sécurité. Donc, c'est comme si on mettait, je ne donnerai pas le nom par politesse, quelques estafettes de police ou de gendarmerie sur toute l'Europe, sur un flux qui peut être assez conséquent. Donc là, c'est un premier exemple qui montre aussi les impacts mondiaux de la pêche illégale, puisque la France est certes responsable, mais finalement, elle est une victime collatérale d'une situation qui lui est étrangère.
Cette situation de la pêche illégale est aussi perçue en Guyane française, dans les eaux territoriales de la Guyane française. Donc là, on n'y pêche pas les concombres de mer, c'est plutôt des organes de certains poissons, donc ce qu'on appelle les vessies natatoires, qui permettent aux poissons de naviguer, de s'élever et d'évoluer dans des eaux un peu turbigineuses comme nous avons en Guyane. Et cet organe a des vertus particulières pour nos amis chinois et, et dont le prix de vente de cet organe équivaut au prix de vente de la cocaïne. Donc en fait, on appelle ça aussi la cocaïne des mers. Et la surpêche de ces poissons a été perçue de manière très forte dans le golfe du Mexique, où les cartels colombiens ont décidé de renoncer, pour un certain nombre d'entre eux, à la cocaïne et se sont spécialisés sur ces vessies natatoires. Et aujourd'hui, les espèces de poissons qui possèdent cet organe sont complètement inexistantes, ont disparu des fonds marins donc du golfe du Mexique. Donc ça montre aussi que l'impact de la surpêche peut être très fort et nécessite aussi des moyens puisque les résultats sont à peu près immédiats. Un dernier exemple un peu plus militaire sur le volet de la pêche illégale ou de la protection de ces espaces de pêche. C'est une situation qui a mis en présence la garde-côte de l'Argentine avec des navires-usines chinois qui pêchaient dans la zone économique exclusive argentine. Et donc, les autorités argentines ont fait valoir leur souveraineté en exigeant le départ de cette flottille de pêche industrielle. Et comme le pacha de ce navire de pêche refusait d'obtempérer, on est allé au bout du bout, c'est-à-dire au bout de la législation. Après les coups de semonce, c'était un coup au but qui a coulé ce navire de pêche. Donc ça montre bien que là aussi, en matière de défense d'un espace territorial, les moyens militaires peuvent être aussi engagés. Alors, en France, ça serait l'autorité du Premier ministre, voire du Président de la République, pour parvenir à cette décision-là. Mais ça montre jusqu'à quel point les États peuvent s'impliquer dans la défense de leur territoire. Je poursuis sur la piraterie, brigandage. Donc le brigandage, ce sont des actes de violence commises sur les gens de mer à bord d'un navire dans les eaux territoriales, conformément à la Convention de Montego Bay. Et au-delà donc des 22 000 nautiques, on en parle donc de piraterie maritime. Et je voudrais juste faire une remarque, parce que le professeur Burrier a évoqué la Convention de Montego Bay, juste pour préciser que les États-Unis ne sont pas signataires de cette convention-là. Et lorsqu'on analyse plus précisément le sujet de la piraterie maritime et qu'on regarde les statistiques officielles des États-Unis, les statistiques françaises ne correspondent absolument pas aux statistiques américaines, puisque pour eux, la piraterie concerne aussi bien de la ligne, on va dire, du trait de côte jusqu'à la haute mer, et donc il ne faut pas le distinguo entre les eaux territoriales et la haute mer. Donc c'est intéressant de signaler, puisque là aussi, les États-Unis n'ont pas montré l'exemple de la signature, même s'ils en respectent les principes particuliers. Actuellement, on parle beaucoup de ce qui se passe actuellement au détroit de Bab el-Mandeb, donc au nord de l'océan Indien. Donc on est typiquement, donc il y a différents cas de figure, puisqu'on a eu de la piraterie maritime jusque dans les années 2015-2018. Donc là, c'était une volonté économique d'aller s'approprier des richesses qui passaient au large des côtes somaliennes, notamment, en précisant que les pirates allaient jusqu'à plus de 800 000 nautiques. Donc la Z2, 200 000 nautiques, c'est l'équivalent de Paris-Rennes, 370 km. Donc 800 000 nautiques, vous imaginez la distance. Donc on est bien en haute mer. Et depuis que les Houthis ont déporté finalement un conflit intra-étatique au sein du Yémen sur l'espace maritime, effectivement, on s'est aperçu de la difficulté d'assurer la sécurité du trafic maritime dans les eaux, certes territoriales, mais aussi en haute mer. Et on a vu aussi le coût, puisque finalement le canal de Suez est un bon raccourci. Un incident de sûreté impose un déroutement par le cap de Bonne-Espérance pour un certain nombre de convois maritimes, ce qui augmente le délai de route et donc les coûts. Cet exemple est intéressant puisqu'on a une double optique, l'optique de la prédation économique. La piraterie maritime
on va dire, initiale, ce qu'il y avait aussi en matière au niveau de l'Antiquité. Mais la mer peut être aussi une zone de conflictualité projetée, déportée d'un conflit intra-étatique sur des espaces maritimes en impliquant les acteurs commerciaux et les acteurs étatiques. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites pour protéger ces convois, donc essayer de structurer un espace maritime eau territoriale, mais aussi haute mer, pour assurer la sécurité du commerce international. Donc, on l'a restructuré en créant des corridors ou des itinéraires imposés de passage qui ont été aussi sécurisés. Donc, ça montre bien que les solutions terrestres se transposent de manière régulière sur les espaces maritimes, avec une difficulté supplémentaire qu'en mer, la navigation est à peu près libre, à part les zones dangereuses de navigation, notamment les hauts fonds. Il y a une très grande liberté, donc ce qui augmente la difficulté de la surveillance de ces espaces. Deux derniers cas d'usage sur lesquels je serai beaucoup plus bref. Le premier sont le narcotrafic. Donc sur le narcotrafic, je viendrai simplement sur un arrangement du droit qui a été conçu, qui est extrêmement intéressant, notamment lorsqu'on est sur une situation comme la zone Caraïbe, où vous avez de très nombreux États riverains qui se côtoient et se succèdent avec des eaux territoriales extrêmement réduites. Donc ce sont les outils juridiques issus de la Convention de San José, donc une ville du Costa Rica qui a été signée en 2003, ou les accords d'Aruba, qui permet deux choses. Qui permet tout d'abord le Ship Rider Agreement, qui permet, avec l'accord de l'État côtier, aux gardes-côtes américaines de venir patrouiller avec des agents de l'État côtier à bord ou non sur les eaux territoriales d'un État côtier. Et on est allé même plus loin, c'est-à-dire que d'une première zone territoriale, on peut poursuivre un navire, imaginons le scénario d'un go-fast maritime, vers les eaux territoriales riverains. Et donc, c'est la Hot Pursuit Agreement qui permet effectivement de franchir les eaux territoriales les unes après les autres jusqu'à temps d'arriver à mettre la main sur ce navire. Donc, ça montre bien que finalement, les principes du droit, la souveraineté d'un État sur un espace territorial a pu être, entre guillemets, négocié, arrangé juridiquement de manière à permettre une réalité opérationnelle, notamment dans le cas du narcotrafic, où les navires peuvent, des narcotrafiquants peuvent parfois aller plus vite que les navires des gardes-côtes, fût-elle américaines. Dernier cas d'usage qui sera finalement une conclusion et une prospective, c'est le cyber. Les navires sont de plus en plus des objets connectés, certes, et donc qui mettent un peu un terme à cet adage qui était assez fréquemment partagé dans le monde des gens de mer. Donc le capitaine était maître à bord après Dieu. Finalement, aujourd'hui avec le cyber, est-ce que le capitaine est maître de son navire? C'est une bonne question. Une société israélienne a démontré sa capacité à prendre le contrôle à distance d'un navire qui était en mer. L'envoi d'un mail avec une pièce jointe comprenant un malware leur a permis de prendre possession, prendre la maîtrise de la propulsion et de la direction du navire. Et donc, ce navire est devenu incontrôlable par l'équipage. Et tout ça peut se faire depuis la Terre et à très grande distance. Et donc, le navire n'est plus un élément isolé dans un champ, dans un espace maritime. C'est un objet connecté dans une chaîne d'information, une chaîne au cœur d'un système d'information, ce qui peut être aussi très inquiétant, mais ce qui relativise en tout cas le poids de l'homme et qui crée une nouvelle menace. Et donc là, et c'est peut-être finalement la conclusion de cet échange, c'est de se dire, certes, le droit a prévu des territoires en mer, qui donnent satisfaction puisqu'ils permettent une organisation harmonieuse et des relations harmonieuses entre les différents acteurs qui ont à agir en mer. La mer qui est quand même un espace de liberté, qui est conçu comme un espace de liberté, hein, c'est comme culturellement marqué chez les gens de mer. Mais finalement, le cyber et la numérisation, la digitalisation des espaces maritimes et des espaces portuaires viennent remettre un peu en balance cette notion de territorialisation des espaces maritimes, qui est la grande révolution, en tout cas que la Convention de Montego Bay a fixée au cours du XXe siècle de manière à peu près unanime à travers le monde. Et donc, on peut imaginer derrière des tas de scénarios catastrophes.
avec un navire qui est mis en travers sur un haut fond, sur un choke point, hein, notamment par exemple dans le golfe d'Aden qu'on a évoqué tout à l'heure, ou à l'entrée du port de Rotterdam, ou dans les Caraïbes, avec effectivement des enjeux de souveraineté et de traitement des événements de mer qui peuvent interroger et qui sont finalement de nouveaux défis à traiter. Je crois que le bateau est arrivé à quai à peu près à l'heure. Il y a peut-être une minute de retard, je m'en excuse par avance. Merci beaucoup, Monsieur Manet. Effectivement, on se rend compte de plein de projets challengeants, mais aussi, j'imagine que dans une époque qui est si digitalisée, en fait, on se rend compte qu'on peut perdre le contrôle même d'un navire. Et ça, on l'a découvert ce soir. Je ne savais pas. C'est assez effrayant. Et je vous remercie beaucoup pour votre intervention. C'était bien de finir sur des cas pratiques pour se rendre compte effectivement de comment fonctionnent les choses. Et vous avez, vous trois, étudié des questions qui effectivement concernent la mer, mais on n'en parle pas souvent. Entre jeunes, en tout cas, on n'en parle pas souvent, alors que c'est un débat très important. On devrait tous prendre à cœur, en fait, pour un jour prendre le relais sur ces questions et prendre les bons choix surtout. Donc, je vous remercie encore une fois. C'était fantastique d'avoir votre présence. Et on passe aux questions. Donc, on verra bien qu'est-ce qu'on vous a demandé. Pour ça, ça sera ma collègue Faustine et on se reverra plus tard. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci merci à nos intervenants pour vos interventions et merci à ceux qui nous écoutent. Alors justement, nos auditeurs nous ont posé quelques questions que je vais vous poser. Merci d'ailleurs à Monsieur Chaumette pour avoir répondu déjà à quelques questions que vous pouvez aller lire en commentaire. La première question s'adresse à Monsieur Berrier. Vous avez parlé des ZEE, donc des zones économiques exclusives et des compétences exclusives justement de l'État sur ces ressources contenues dans ces parties. J'imagine qu'il y a des limites. L'État peut-il exploiter comme il le souhaite ces ressources contenues des contraintes environnementales? Pardon, excusez-moi, je reprends. L'État peut-il exploiter comme il le souhaite ces ressources contenues des contraintes environnementales qui pèsent sur notre société? Alors, l'État exploite ses ressources en fonction de son propre droit. Certes, dans le respect, vous ne m'entendez pas? Oui, ça marche. Oui, bon. L'État, donc, dans sa zone économique exclusive, exploite en fonction de son propre droit les ressources, qu'elles soient vivantes ou non vivantes, mais dans le respect, bien sûr, du cadre général du droit international, où il a l'obligation d'exploiter de façon raisonnable et durable les ressources vivantes et d'exploiter les ressources non vivantes, mais en protégeant, dans toute la mesure du possible, l'environnement. N'empêche que il est évident que sur le plan pratique, l'État fait à peu près ce qu'il veut. Vraisemblablement, il va pouvoir exploiter la totalité de ses ressources vivantes. Si jamais il n'arrivait pas à aller jusqu'à la limite des quotas d'exploitation, il pourrait alors ouvrir le différentiel entre ses capacités d'exploitation et le quota général de ses ressources vivantes en faisant appel à un tiers pour exploiter ce reliquat. Mais en général, il va exploiter totalement. On peut regretter que dans bon nombre d'États, il n'y ait pas vraiment de limite, ce qui explique qu'il y a une surpêche au moins de 60% des espèces commercialisables. Merci pour votre réponse.
Je vais maintenant poser une question au colonel Manet. La décision de la France de ne pas exploiter les ressources sous-marines, notamment en matière de terres rares, est tenable en vue de l'instabilité du contexte international. Est-ce que cela représente une vulnérabilité, pardon, pour les installations pirates? Je ne comprends pas trop la question. Est-ce que vous pouvez éventuellement reprendre la fin? Parce que je ne sais pas si je serais la personne la mieux qualifiée pour aborder ce sujet-là. Euh, Pardon, excusez-moi. Oui, je répète ma question. La décision de la France de ne pas exploiter les ressources sous-marines, notamment en termes de terres rares, est-elle tenable en vue de l'instabilité du contexte international? Et est-ce que cela représente une vulnérabilité pour les installations pirates? Franchement, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question-là. J'en suis désolé. Ça sort un peu de mon champ de compétences. Bon, si je peux prendre la main, la France est maintenant, et depuis longtemps, la France est considérée comme un exploitant possible sur les zones qu'elle a demandées et qu'elle a obtenues par l'autorité internationale des grands fonds marins, notamment dans la zone Clarion-Clipperton dont il était question tout à l'heure, d'exploiter ces ressources minérales qui sont essentiellement les nodules polymétalliques ou bien les ressources métallifères des sources hydrothermales. En réalité, on ne peut pas faire ce type d'exploitation sans un bouleversement des fonds marins, c'est-à-dire sans la mise en suspension des vases pulvérulantes des grands fonds marins. Ce qui va évidemment générer un dommage sur les espèces vivantes qui auront moins de possibilités de nourriture, moins de possibilités de se mouvoir, ou qui seront envahis par ces vases pulvérulantes et qui sont incapables de se nettoyer. Or, dans les ressources génétiques, on ne connaît à peine 1% de ce qui existe dans ces fonds. Donc, c'est pour ça que la France a dit, bien que nous pouvions, nous avons été autorisés à explorer et à exploiter, nous ne le ferons pas parce qu'on ne sait pas quelles sont vraiment les conséquences et on ne connaît pas ces ressources qui seront peut-être beaucoup plus importantes que des nodules contenant du cuivre ou du cobalt ou des terres rares, comme vous citiez l'exemple. La France est pour l'instant bien la seule à le dire. Et il est évident qu'un certain nombre d'États, Chine en tête, vont se ruer dès qu'elles en auront la possibilité vers ce type de ressources. Merci pour votre réponse. Je vais passer à une autre question. Dans le cas d'un malware, quel droit s'applique dans le cadre des poursuites judiciaires? Est-ce que c'est le droit de l'État ou le droit international? Je laisse Monsieur Chaumet ou Monsieur Barry ou Monsieur le colonel répondre à cette question comme vous le souhaitez. Excusez-moi. Le colonel ayant un problème de connexion, Monsieur Chaumet, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Ou Monsieur Barrier, peut-être? Sinon, je passe à une autre. Il est possible d'essayer une réponse. On est devant un acte de cybercriminalité qui part d'un État. Cet État pourrait avoir des compétences pour réprimer un délinquant et qui essaie de prendre la maîtrise d'un navire, sans doute en mer ou dans un port. Ce navire est immatriculé auprès d'un État dont il bat le pavillon, donc logiquement l'État du pavillon pourrait avoir des compétences aussi sur une telle attaque numérique.
sans doute que le pavillon du navire a été choisi pour ne pas coûter cher et l'état du pavillon n'a peut-être pas finalement beaucoup d'administration. Mais malgré tout, le navire a des propriétaires qui ont sans doute une société installée quelque part. Et il est évident que cette société propriétaire peut engager des actions en justice, des poursuites, là où, dans l'état de son siège social. Donc on a différents moyens et différents systèmes juridiques nationaux qui peuvent intervenir, de là à ce que la répression ait réellement lieu. En fait, la véritable question, c'est une question de prévention. Tout système informatique peut être protégé jusqu'à un certain niveau, et c'est exactement ça qu'il faut mettre en place, ou alors faut débrancher les ordinateurs. Très bien, merci. Et cela entraînerait des poursuites donc, contre qui? Les propriétaires directement ou- On voit bien dans d'autres activités. En réalité, c'est pas du tout une question maritime, hein, c'est pas du tout une question de l'océan. C'est une question de cybercriminalité, et on voit bien des arnaques qui partent d'un pays vers un autre avec des systèmes de logiciels de rançon, même vers les collectivités territoriales et les hôpitaux. Et toute la question, c'est d'arriver à ce qu'on ait les moyens techniques d'identifier l'origine des attaques et de pouvoir intervenir, à moins qu'il soit dans un pays protégé fortement, d'intervenir contre les délinquants et de pouvoir les isoler. Évidemment, toutes les coopérations internationales, Interpol, etc., vont être extrêmement utiles pour arriver à créer de véritables coalitions de protection. Ensuite, il y a éventuellement certainement des gens qui peuvent développer ces attaques parce qu'ils sont extrêmement protégés par leur propre système national. On a aussi des opérations de déstabilisation qui sont clairement géopolitiques aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup pour votre réponse. Et je vais passer la main maintenant à ma collègue Salomé. Merci à vous. Alors, me revoilà. Cette conférence arrive à sa fin. Merci beaucoup. J'espère que même si le temps était, était peu, vous ayez pu quand même profiter d'un moment où vous saviez qu'il y a des spectateurs qui sont ici justement pour écouter ce qu'il y a à savoir sur la mer et les océans. Donc, on vous remercie 1000 fois pour votre participation, pour votre disponibilité. C'était vraiment précieux de vous avoir comme exemple de personnes qui ont investi beaucoup de temps de leur vie pour s'instruire sur la mer. J'imagine que ça doit être une carrière passionnante et difficile aussi. On n'arrête jamais d'être passionné à la mer une fois qu'on commence. Et, et donc, voilà, on est désolé pour les problèmes techniques parce que vous me voyez, mais on est 5 autour de la table. On a tous travaillé ensemble. Donc, je remercie aussi mes collègues et, et en vous souhaitant une excellente continuation. Pardon, excusez-moi, je reçois des... en vous souhaitant une excellente continuation. Si vous tenez des conférences et que vous avez envie de nous envoyer un mail, ça sera avec plaisir de joindre la conversation ou juste de vous écouter. Et donc voilà, le colonel dit au revoir aussi. Là, il a eu un problème technique malheureusement. Et, et voilà, c'est comme ça que je vous salue. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée aux spectateurs. Merci pour votre organisation et votre idée. Ah, merci, merci. Et on se voit la semaine prochaine pour qui est intéressé. Il y aura une autre conférence le mardi prochain, 19 h. Et donc, ce sera d'autres camarades, toujours sur le thème de l'eau. Donc, messieurs, si jamais vous avez envie d'écouter de nouvelles choses, ce sera avec grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup.
Bonne soirée à tous. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.